痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va dire les termes. Vous connaissez tous le Kamui, vous savez que c'est un pouvoir vraiment puissant, mais quand je vois certains commentaires dans mes vidéos, je me dis que beaucoup n'ont pas capté à quel point c'est cheaté. Alors je vais directement mouiller en disant que chaque version du Kamui est une sérieuse candidate au titre de la technique la plus puissante du Naruverse, donc imaginez les deux pouvoirs réunis. Parce que oui, le Kamui se divise en deux techniques distinctes. Grosso modo, on peut les appeler la version Kakashi et la version Obito. Les deux versions sont étroitement liées de par le fait que ce sont les yeux d'Obito, mais leur utilisation est différente. Alors je vous rassure, cette vidéo va pas être une banale présentation de la technique en mode je fais un résumé Wikipédia et basta. Plus qu'une présentation, cette vidéo va être une analyse de cette technique en profondeur. Donc comment on va s'organiser? Bah ça va être aussi simple que cette règle de distributivité de la multiplication sur l'addition. Un jeu d'enfant hein. Non plus sérieusement, on va diviser les versions du Kamui qu'on connaît. On va donc étudier le Kamui d'Obito, son principe, ses défauts, comment le contrer et qui peut le contrer, hein, tout ça. Ensuite, on va faire la même chose avec la version de Kakashi. Dès qu'on aura vu les pouvoirs des deux Kamui séparés, on pourra s'intéresser aux deux pouvoirs du Kamui réunis, parce qu'avoir les deux d'un coup, ça fait une sacrée différence. Et on conclura cette vidéo en répondant à notre question du jour, en quoi le Kamui est si cheaté? Est-ce la technique la plus cheatée du manga? Petite précision également, je vais analyser ici le pouvoir du Kamui et non Kakashi et Obito. Je vais forcément prendre en compte ce qu'ils ont fait, mais je vais me concentrer majoritairement sur ce que la technique fait. Du coup, ne vous étonnez pas si je ne parle pas de l'endurance de Kakashi comme défaut du Kamui ou de l'endurance d'Obito comme qualité. D'ailleurs, le Kamui a été divisé en deux pouvoirs distincts et sa puissance a été giga nerfée. On le verra par la suite, mais celui qui possède les deux Mangekyou Sharingan est presque invincible pour le commun des mortels. Parce que oui, c'est pas pouvoir de l'œil gauche plus pouvoir de l'œil droit égale puissance du Kamui. C'est pas juste une addition des pouvoirs, c'est vraiment deux pouvoirs tellement complémentaires que l'un va booster les capacités de l'autre et inversement. Je n'en dis pas trop parce que je vais aborder cette partie un petit peu plus tard, mais sachez par avance que ça va déboîter du kiwi. Bref, puisque j'entends que vous êtes aussi hypé que moi lorsque j'ai entendu que Budokai Tenkaichi allait faire son retour, on va pouvoir commencer. Le Kamui d'Obito correspond au pouvoir de son œil droit. Avec cette pupille, Obito peut manipuler l'espace-temps et l'utiliser à son avantage sur une courte portée. Lorsqu'il utilise le Kamui, il utilise cette dimension, la dimension Kamui, afin d'utiliser majoritairement 3 déclinaisons. La première est la téléportation. Je vais faire un schéma pour que ce soit clair comme Chazal. Admettons qu'Obito se situe à cet endroit qu'on va nommer le point A. Il souhaite se rendre ici, qu'on va appeler le point B. Pour ce faire, il va utiliser le Kamui en créant deux portails liant le point A et le point B. Le portail numéro 1 envoie le corps d'Obito dans la dimension Kamui. On passe donc du point A vers la dimension Kamui grâce au portail 1. Une fois qu'Obito se trouve dans la dimension Kamui, il va ouvrir un autre portail, donc le portail 2, qui lie la dimension Kamui au point B. Il va donc se déplacer de la dimension vers le point B grâce au portail numéro 2. Grosso modo, il va juste ouvrir un portail depuis sa dimension Kamui vers un lieu dans le monde. Vous me suivez toujours, c'est bon? Obito semble avoir une certaine maîtrise du lieu de téléportation, genre il a pas l'air d'être trop limité quant au portail pour sortir. Par exemple, au Conseil des 5 Kage, Obito était loin et il a pu facilement se téléporter là où était Sasuke. Aussi, si je devais comparer ces techniques aux deux autres techniques de téléportation qu'on connaît, c'est-à-dire l'Iraishin et la Menote Jikara, je dirais que le Kamui est la plus efficace pour ce qui est de simplement se déplacer. Iraishin est limité aux balises et la Menote Jikara est limitée à ce que l'utilisateur voit. Le Kamui n'a pas ce genre de limitation. Concernant la vitesse de téléportation, c'est difficile à dire dans le sens où la seule personne qui a contré la téléportation d'Obito, c'est Jubidara, et Jubidara est genre plus rapide que 98% du verse. Par contre, on sait que la vitesse d'Obito x 2 niveau vitesse est assez rapide pour le faire sans que Jubidara ne puisse contrer. Ce qui fait que la vitesse de base de la téléportation d'Obito doit être folle pour un ninja no Rikudo. La deuxième technique du Kamui est le stockage. Je sais que ça sonne pas stylé dit comme ça, mais c'est archi pratique. Obito a la possibilité d'envoyer n'importe quel corps dans sa dimension Kamui et de l'en sortir à volonté rien qu'en le touchant. Il y a deux types de corps qu'on peut envoyer en vérité, les corps humains et les corps non humains, donc des choses. On a vu pendant la guerre qu'Obito a des shurikens géants dans sa dimension et il est capable de les sortir sur commande. Du coup, il peut se faire un sacré stock d'armes, notamment de ce type, pour les utiliser à distance. Il peut aussi envoyer un corps humain dans la dimension Kamui et l'abandonner à son sort. On n'a littéralement jamais vu quelqu'un sortir de cette dimension sans le pouvoir du Kamui lui-même. Du coup, être envoyé dans cette dimension est synonyme de défaite. Défaite par BFR, mais défaite quand même. Et enfin, Obito peut utiliser son pouvoir de dématérialisation afin de pouvoir passer à travers littéralement n'importe quoi. Ce pouvoir de dématérialisation est le gros morceau du pouvoir d'Obito. Accrochez-vous. Quand Obito se fait attaquer, il peut envoyer la partie de son corps qui va se faire toucher dans sa dimension Kamui afin que l'attaque passe à travers lui. La partie du corps n'étant plus dans la même dimension que l'attaque, on a l'impression que l'attaque passe à travers lui, mais en vérité, ça relève plus d'une esquive statique que d'un passage à travers.
Quand il envoie une partie de son corps ailleurs, il n'y a littéralement rien qui peut le blesser dans cette dimension puisque le corps d'Obito ne se trouve plus réellement devant, du moins la partie concernée. Je vais prendre un exemple. Si Obito s'apprête à se faire toucher la tête, il peut envoyer la partie de sa tête qui va se faire toucher dans une autre dimension pour que l'attaque passe à travers. Et étant donné que ce morceau de corps n'est plus dans la même dimension, c'est impossible de le blesser quand le Kamui est activé. Du coup, que vous lui envoyez un kunai ou un Rasengan, Obito va le contrer de la même manière et aussi facilement. Cette capacité du Kamui annule totalement l'attaque ennemie, peu importe la puissance. Bon, après il peut aussi utiliser son Kamui d'autres façons moins conventionnelles, genre pour modifier son katon et créer une spirale ou pour sortir du sol pour attaquer l'ennemi depuis le bas. Mais bon, c'est surtout des variantes de son utilisation classique, pas des techniques à part entière. Après ça reste monstrueux et on verra ça dans quelques instants. Alors maintenant qu'on a vu les capacités du Kamui d'Obito, on va voir les défauts de ce dernier. La téléportation ne possède pas de réels défauts, genre c'est contrable en étant juste beaucoup plus rapide que l'utilisateur ou beaucoup plus intelligent, mais ça nécessite d'être un monstre dans ces deux domaines. Soit on est assez rapide pour l'empêcher de se téléporter, donc en le frappant assez vite, soit on anticipe son lieu d'arrivée et on prévoit une attaque assez rapide. Bon, dans le cas d'Obito, être assez rapide pour le contrer, c'est réservé à des exceptions, genre ceux qui possèdent les pouvoirs du Rikudo et potentiellement des ninjas comme Minato, Tobirama ou Gai réputés pour leur vitesse. Anticiper le lieu de téléportation va être tout aussi galère, faudrait vraiment des cerveaux plus gros que celui d'Obito ou au moins qui jouent dans la même catégorie. Minato et Tobirama devraient en être capables, mais on pourrait en citer d'autres, genre Itachi, Kakashi et Madara notamment. Pour contrer la téléportation, faut être assez rapide et assez intelligent, et les ninjas compétents dans ces deux domaines à ce niveau ne sont pas si nombreux. Le stockage, quant à lui, possède un défaut de taille, c'est le contact physique. Pour que l'utilisateur puisse envoyer un individu dans une autre dimension, faut être capable de le toucher. La première façon pour contrer cette technique, c'est donc de ne pas se faire toucher. Dans le cas d'Obito, on sait qu'il est rapide, mais c'est absolument pas le plus rapide du verse. Du coup, les ninjas plus rapides que lui devraient pouvoir éviter de se faire toucher. Là, on pourrait citer les mastodontes de la vitesse, genre Minato, Tobirama, Gai, et évidemment tous ceux qui possèdent de près ou de loin les pouvoirs du Rikudo. Sinon, c'est possible de contrer cette attaque sans forcément être beaucoup plus rapide qu'Obito. Faudrait par exemple utiliser des leurres. Des ninjas comme Kakashi ou Itachi qui possèdent des clones avec des effets peuvent surprendre Obito. Par contre, je ne dis pas que tous ceux qui maîtrisent l'art des clones, peu importe leur nature, peuvent contrer le Kamui d'Obito. Pour feinter un mec comme Obito, faut y aller. Des ninjas genre Kakashi ou Itachi le peuvent sûrement, mais la liste sera aussi courte que... Sinon, d'autres jutsu spatio-temporels pourraient permettre à un ninja de contrer cette compétence, mais ils sont vraiment très rares. Le Hirashin de Minato lui a déjà permis de s'enfuir avant d'être totalement aspiré pendant le micro-laps de temps où Obito aspire l'ennemi. Du coup, Tobirama a lui aussi une chance de s'en sortir même s'il se fait toucher. Sasuke avec son Ameno Tejikara s'en sortirait finger in the knee, et Kakashi avec l'autre Kamui peut s'échapper de la dimension tranquillou pipou. Mais retenez surtout qu'on parle d'exception à la règle. Et enfin, la dernière des compétences du Kamui d'Obito, la dématérialisation. La dématérialisation d'Obito possède deux défauts exploitables, difficilement mais exploitables. L'utilisateur ne peut pas attaquer et se défendre en même temps et sa dématérialisation ne fonctionne que 5 minutes consécutives. Alors, comment exploiter ces faiblesses? Puisqu'Obito ne peut pas attaquer et se défendre en même temps, il faut contre-attaquer, donc attaquer au moment où Obito attaque pour qu'il n'ait pas sa dématérialisation d'activer. C'est un enfer à capitaliser sur ça parce qu'il faut vraiment être hyper intelligent pour établir un plan capable de surprendre Obito, mais il faut aussi avoir les capacités d'attaquer pendant le court laps de temps où Obito est matériel. Minato a réussi parce que son Irashi niveau 2 permet d'attaquer de manière instantanée. La notion d'instantané est importante ici et on va décortiquer la scène. Minato et Obito se sont chargés. Minato a envoyé un kunai au niveau de la tête d'Obito afin de placer le kunai dans son dos. Obito, dès que le kunai lui est passé à travers, était totalement matériel parce qu'il s'apprêtait à toucher Minato. Pour rappel, pour toucher un adversaire, Obito doit être matériel. Bref, il a tenté de toucher Minato devant, sauf que ce dernier s'est téléporté derrière lui et a attaqué instantanément. Pile au moment où il est apparu dans son dos, l'attaque était déjà en cours. Là, Obito n'avait virtuellement aucune fenêtre de contre. Dites-vous qu'Obito est capable de gérer des ninjas aussi rapides que le Raikage sans aucune pression, donc pour contre-attaquer en solo contre lui, c'est mission quasi impossible. Obito a également pu gérer contre Naruto KSM2, Killer Bee, Gai et Kakashi grâce au Kamui. Et il ne s'est fait toucher que grâce au Kamui de Kakashi. Contre-attaquer requiert une vitesse d'exécution folle et un cerveau plus gros Concernant les 5 minutes consécutives, c'est ultra situationnel. Conan a mis au point une technique pendant des années pour attaquer en continu pendant plus de 5 minutes. En dehors de Conan, vous connaissez d'autres ninjas capables de forcer Obito à utiliser le Kamui plus de 5 minutes consécutives. Franchement, je peux en citer peut-être 2 et c'est même pas sûr. Naruto avec ses 40 000 clones qui pourraient attaquer en continu, mais bon, c'est vite fait, hein. Et Hashirama avec sa statue Bouddha. Ça par contre, il y a clairement plus de chance. En dehors de ces deux-là, je vois vraiment personne capable de forcer Obito à utiliser le Kamui plus de 5 minutes consécutives. Bon après, il y a d'autres façons de contrer le Kamui, mais ces façons ne s'appuient pas sur un défaut. Par exemple, c'est possible de blesser Obito en le frappant directement dans sa dimension Kamui. Si Obito utilise la dématérialisation pendant que quelqu'un se trouve dans sa dimension Kamui, cette personne sera avec la partie du corps d'Obito, du coup il peut le blesser. En utilisant un clone, il y a moyen d'en profiter.
Par exemple, Obito envoie un clone sans s'en rendre compte dans la dimension Kamui, l'original attaque Obito qui est forcé d'utiliser la dématérialisation, et le clone dans la dimension Kamui peut blesser mortellement Obito. Bon, c'est léger je sais, mais c'est pas techniquement faux. Cependant, Obito peut juste retourner dans la dimension pour aller démonter le kiwi du clone. Obito est un giga monstre même sans Kamui, donc bon, un clone, ça pèse pas très lourd contre lui. Ça dépend du clone évidemment, mais imaginez un clone de Kakashi ou Itachi vaincre Obito, c'est moyen. Enfin bref, le Kamui d'Obito représente l'une des défenses les plus efficaces du manga, peut-être même la plus efficace vu le peu de défauts et de contre-coups. Mais maintenant, on va passer à celui de Kakashi. Le Kamui de Kakashi correspond au pouvoir de la pupille gauche d'Obito. Celui de Kakashi permet également de manipuler l'espace-temps en créant un portail pour téléporter des objets ou des personnes vers la dimension Kamui. La principale différence avec celui d'Obito, c'est que celui de Kakashi s'utilise à distance. Concrètement, il regarde un corps et il envoie tout ce qu'il regarde dans une autre dimension. Kakashi l'utilise de deux façons, en attaque et en défense. Dans les deux cas, l'utilisation est la même. Kakashi regarde ce qu'il veut envoyer ailleurs et c'est envoyé ailleurs. Point. Y a pas d'exception. En défense, ça lui permet de ne pas se faire toucher par une attaque, peu importe sa puissance. Un Rasen Shuriken ou un Shuriken en bois vont poser la même résistance face au Kamui. On a déjà vu Kakashi se défendre contre une flèche de Susanoo de Sasuke lancée à pleine vitesse, donc clairement sa défense est monstrueuse. Elle est monstrueuse parce que la seule condition pour activer cette défense, c'est que l'utilisateur doit voir l'attaque arriver. S'il la voit, l'attaque peut être contrée, peu importe ce que c'est, dès lors que l'utilisateur a assez de chakra pour envoyer entièrement l'attaque ailleurs. Il y a littéralement aucune attaque dans le manga qui pourrait passer à travers, dans le sens où l'attaque de Kakashi ne détruit pas, elle envoie juste ailleurs. Un Rasengan ne va pas être dominé niveau puissance au point d'être détruit, il va juste le déplacer ailleurs. Du coup, c'est pas tant la puissance de l'attaque qui va compter, mais sa taille. Niveau attaque, c'est le gros point fort du Kamui de Kakashi. Là où le Kamui d'Obito représente l'une des meilleures défenses du manga, celui de Kakashi représente l'une des meilleures attaques. Je vous avais dit que c'était cheaté, hein. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Kamui de Kakashi ne détruit pas, il envoie juste dans une dimension ce qui est touché. Porter un t-shirt, une armure d'or ou un Susanoo ne changera rien. Si on se fait toucher par Kamui, on vire dans la dimension Kamui et c'est tout. Le databook indique bien qu'il n'y a aucune défense à cette attaque, et franchement, ça m'étonnerait que ce soit une hyperbole de par le fond du Kamui. Le Kamui annule la durabilité ennemie, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de la contrer, aussi solide soit-on. La technique se lance à différentes portées dès lors que Kakashi peut voir la cible. On l'a vu utiliser Kamui sur un Rasengan qui était littéralement sur son corps, tout comme on l'a vu sniper le bras d'Eidara au loin. La présentation de l'attaque étant maintenant terminée, on va pouvoir passer aux défauts de cette technique. Voilà. Le Kamui offensif ne possède pas de défaut en soi, il n'y a pas une façon magique genre un point faible secret qui fait qu'on pourrait l'exploiter. Pour contrer le Kamui, il faut juste être meilleur que le lanceur. Meilleur dans le sens où il faut être assez rapide pour que l'utilisateur ne puisse pas vous regarder pour lancer le Kamui, ou il faut être assez intelligent pour le faire Kamui n'importe quoi jusqu'à l'épuiser complètement. C'est tout. La consommation excessive de chakra du Kamui vient du fait que Kakashi n'est pas un Uchiwa et qu'il n'a pas une réserve de chakra forcément folle. Mais on analyse ici le pouvoir et non l'utilisateur. Mettez ce pouvoir sur Obito par exemple et vous verrez que cette attaque est vraiment sans défaut. Au mieux, pour les plus tatillons, un défaut entre guillemets serait que l'utilisateur doive absolument voir son adversaire. Par exemple, le Kamui ne fonctionnerait pas dans le noir puisqu'il doit voir la cible avant de la téléporter. Franchement, c'est le seul défaut que j'arrive à imaginer, c'est même pas vraiment un défaut. C'est un défaut qui est très situationnel, donc vraiment défaut entre guillemets. Bref, comment on contre le Kamui? Bah en vérité, je vois que deux moyens. Soit on esquive à tout prix l'attaque, soit on empêche le lanceur de voir la victime. Genre en utilisant des bombes fumigènes, en plongeant la pièce dans le noir, bref, en bloquant la vue de l'adversaire. Et c'est tout. Impossible de bloquer l'attaque, peu importe la défense. Ouais, mais gna gna, le miroir de Yatta peut bloquer l'attaque vu que ça compte toutes les attaques physiques ou spirituelles, gna gna gna. Le miroir de Yatta peut bloquer, mais Kakashi peut juste envoyer le Susanoo dans la dimension Kamui. Et même, il pourrait juste envoyer le miroir ailleurs sans le briser, juste en le déplaçant. Le miroir de Yatta n'a jamais été montré comme un objet inamovible, donc il peut très bien être téléporté ailleurs vu que le Kamui n'est pas une attaque qui endommage. Bref, j'en étais où? Comme je l'ai dit, le Kamui de Kakashi représente probablement l'une des attaques les plus efficaces dans le sens où les conditions pour lancer l'attaque sont ridicules. Genre, faut juste voir le corps. Mais surtout, c'est impossible de se défendre contre lui de par l'origine de l'attaque. L'une des meilleures attaques pour celui de Kakashi, l'une des meilleures défenses pour celui d'Obito, les gars, le Kamui est craqué de fou. Et croyez-moi, c'est même pas fini, le pire arrive. Lorsque les deux Kamui sont réunis en une seule personne, les ennuis commencent. Déjà, faut se rendre compte que quand deux Sharingan sont réunis, c'est là qu'ils montrent leur véritable puissance. À titre informatif, quand Obito et Kakashi ont utilisé conjointement le Kamui, la vitesse de téléportation d'Obito a été doublée. Si on considère que ce principe s'applique à tous les pouvoirs du Kamui, vous vous rendez compte à quel point c'est fumé? Quand Minato a esquivé l'aspiration du Kamui, il n'aurait eu que la moitié de la fenêtre d'action. Quand le Raikage a attaqué Obito, Obito aurait eu le double du temps pour se protéger avec le Kamui. Contre-attaquer deviendrait quasiment impossible puisqu'il activerait 2 fois plus vite son attaque et sa défense Kamui. Les 5 minutes consécutives pourraient même être rallongées.
En fait, pensez à toutes les fois où un des Kamui a été utilisé et essayé de doubler l'effet, genre la vitesse. C'est fou. Concernant les capacités, l'utilisateur du double Mangekyou Sharingan aurait donc accès aux deux capacités, donc offensive et défensive. Du coup, il pourrait couvrir plus de situations qu'en ayant uniquement l'un des deux. Par exemple, si on débat sur Obito contre Pain, normalement le débat va ressembler à ça. Pain va mettre beaucoup de pression à Obito qui va avoir du mal à toucher l'un des corps de Pain, et Pain va galérer à toucher Obito à cause du Kamui. Normalement, toute analyse devrait mentionner ce principe. Le Kamui d'Obito ne possède pas une capacité offensive incroyable en dehors de sa capacité à téléporter son adversaire dans la dimension Kamui. Et bien avec le double Mangekyou Sharingan, en plus de sa giga défense, il aura une giga attaque clairement assez pour rouler sur Pain sans difficulté. Et inversement, on peut prendre le même débat mais inverse, Kakashi contre Pain. Kakashi possède les capacités offensives pour broyer n'importe quel corps de Pain, mais il ne pourra pas se défendre contre tout ce que Pain peut lui envoyer. Avec le Kamui d'Obito, il va compenser. Avoir les deux versions du Kamui rendrait n'importe quel ninja adapté contre l'intégralité du roster, personnages possédant les pouvoirs du Rikudo compris. Posséder les deux Kamui permet également d'utiliser le Kamui en combinaison d'autres pouvoirs. On a déjà eu 2 exemples dans le manga, mais comme ça s'est passé en 2 chapitres, j'imagine que d'autres versions sont possibles. On va pas spéculer, mais gardez quand même ça en tête. Kakashi a pu combiner le Kamui avec son Susanoo et avec son Raikiri. Pour les Shuriken Kamui, il infuse le pouvoir de son Kamui dans des Shuriken ultra rapides pour leur donner le pouvoir de déformer l'espace-temps. Ce que le Shuriken touche sera envoyé dans la dimension Kamui. Il y a un intérêt assez sympa. Si on utilise le Kamui offensif classique, on envoie une cible dans une autre dimension. Mais si on utilise les Shuriken Kamui, on peut envoyer plusieurs cibles d'un coup dans une autre dimension. D'ailleurs, le databook indique même que les chances de succès augmentent par rapport au Kamui classique à cause de la vitesse de ses Shuriken. Comme pour le Kamui, impossible de tanker l'attaque, faut vraiment esquiver. Et du coup c'est vraiment chaud parce que l'attaque vient de plusieurs endroits et que la vitesse est plus élevée que le Kamui classique. Concernant le Kamui Raikiri, c'est une technique que seul Kakashi peut utiliser vu qu'il faut maîtriser le Raikiri. Cette technique est probablement l'une des techniques les plus cheatées du manga, genre en S+++, et je rigole même pas. Le databook précise que le Raikiri utilise les capacités offensives et défensives du Kamui en une seule attaque. Kakashi charge son adversaire avec le Raikiri. Pendant sa course vers l'adversaire, Kakashi est dématérialisé donc il ne peut prendre aucun coup, peu importe la nature de l'attaque. Dès qu'il se trouve face à l'adversaire, il redevient matériel et attaque avec un Raikiri. Non seulement l'attaque blesse comme un véritable Raikiri, mais la partie touchée est envoyée dans une autre dimension, ce qui annule la défense ennemie. Pour résumer, quand Kakashi attaque, il n'est contre-attaquable que pendant un micro-laps de temps, en supposant évidemment qu'il ne soit pas capable de riposter à la contre-attaque. Lorsqu'il touche l'adversaire, peu importe de qui il s'agit, il va le blesser. Contrer cette attaque est quasiment impossible et la tanker c'est littéralement impossible. C'est l'une des rares techniques dans tout le manga qui est vraiment sans défaut apparent. Après pour les autres techniques faut faire marcher son imagination. On a vu Obito utiliser son Kamui pour booster un Katon, donc avec les deux Kamui, imaginez les dingueries possibles. Bref, là les Kamui en équipe possèdent toujours les mêmes points faibles, mais ils seront beaucoup plus difficiles à exploiter dans le sens où la vitesse d'exécution sera améliorée et qu'un pouvoir peut compenser les lacunes de l'autre et inversement. Alors bien sûr, Kakashi avait le chakra du Rikudo, mais avec ses deux Kamui, il se battait clairement mieux contre Kaguya que Naruto et Sasuke réunis. Ces Kamui lui ont permis de contrer tout ce que Kaguya a envoyé et ça lui a permis d'attaquer sans qu'elle puisse se défendre. Imaginez la puissance de double Mangekyou Sharingan Obito si on lui avait pas retiré de Jubi. Double Mangekyou Sharingan Obito, même sans chakra du Rikudo, pulvérise la quasi-intégralité du roster. Faut comprendre que le Kamui a été divisé en 2 pouvoirs, mais que chacun des pouvoirs est monstrueusement cheaté, alors les deux réunis c'est n'importe quoi. Le double Kamui est clairement mieux qu'un double Rinnegan, mieux qu'être un Jinchuriki des 9 démons, et c'est même mieux que d'avoir la capacité de décupler son poids. Ouais, à ce point-là, ouais. En fait, j'ai toujours eu cette sensation que la seule chose vraiment efficace contre le Kamui offensif, c'est le Kamui défensif. Et inversement, le seul truc d'efficace contre le Kamui défensif, c'est le Kamui offensif. J'espère ne pas être le seul. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, et c'est à votre tour de parler du Kamui. Est-ce que j'ai abusé dans cette analyse? Est-ce que vous trouvez que cette hype est méritée? On voit ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et en vérité, Guy. S'il charge Obito qui est dans une autre dimension, il pourrait le toucher vu qu'il tord l'espace-temps, non? Non? Je m'en fous, Guy, il est plus beau.